Aujourd'hui, je vais vous parler du Nigeria. Il y a beaucoup de clichés sur ce pays, la bombe démographique, le pétrole, la charia, le terrorisme. Je vais donc vous décrire ce pays qui sera l'une des grandes puissances mondiales, mais qui est amené à résoudre d'immenses problèmes dans les décennies qui viennent. Le Nigeria est en Afrique de l'Ouest, il ouvre sur le golfe de Guinée et il a pour voisins le Bénin, le Niger, le Tchad et le Cameroun. La capitale du pays, c'est Abuja. C'est un pays d'une superficie d'environ 924 000 km², soit autant que la France et l'Allemagne réunies, et le Nigeria compte 167 millions d'habitants. Il y a plus de 250 groupes ethniques dans ce pays, mais on peut retenir le nom de trois peuples principaux. Au nord, les Haoussa Peuls, au sud-ouest, les Yoruba, et au sud-est, les Ibo. Le Nigeria est une ancienne colonie de la couronne britannique, dont le pays devient indépendant en 1960. La fédération nigériane est alors divisée en trois régions, chacune dominée par une des trois grandes ethnies. Le partage du pouvoir entre ces trois groupes déclenche des tensions qui conduisent en 1967 à la sécession de la République du Biafra, peuplée à majorité d'Ibo. S'ensuivent 3 années de guerre civile qui feront plus d'1 million de morts et qui s'achèveront par la réintégration des Ibo dans la fédération. Alors à la suite de cette guerre civile, les autres minorités ethniques vont militer pour la création de nouveaux États fédérés. Et aujourd'hui, ces derniers sont au nombre de 36, afin d'assurer une meilleure répartition du pouvoir politique. Le Nigeria se distingue surtout par son dynamisme économique. C'est un grand pays agricole, 47% de sa population travaille dans ce secteur. Le pays est le premier pays producteur au monde de manioc, d'igname. Il produit aussi du cacao et de l'EVA, destinés à l'exportation. Il y a un demi-siècle de cela, le pays était même le grenier à céréales de l'Afrique de l'Ouest, et aujourd'hui le Nigeria est devenu importateur du fait de décennies de sous-investissement dans le secteur primaire. Car en fait, c'est le secteur énergétique qui a été privilégié aux dépens de l'agriculture. Le Nigeria est surtout connu pour être un pays riche en hydrocarbures, gaz, pétrole, dont les gisements sont situés majoritairement dans le delta du Niger et en offshore dans le golfe de Guinée. Le pays détient les premières réserves de gaz du continent. En 2011, il est le 12e producteur mondial de pétrole et le premier producteur africain avec 2,5 millions de barils par jour. Mais il est en même temps très dépendant de ses ressources pétrolières. En 2010, le pétrole représentait 90% des exportations nigérianes et 70% des revenus de l'État fédéral. Et puis enfin, retenons que le pays a connu une croissance très forte depuis une décennie, avec un taux de 9% en moyenne. Et il est maintenant la deuxième puissance économique du continent, derrière l'Afrique du Sud. Ces firmes multinationales, à l'image du groupe Dangote, ont étendu leurs activités au reste du continent africain, et la nombreuse diaspora nigériane est un relais commercial important, notamment en Chine et aux États-Unis. Regardons maintenant l'échelle mondiale. Le Nigeria est considéré comme un des futurs États émergents. Il est membre des Next 11, c'est-à-dire 11 pays sélectionnés par Goldman Sachs en 2005 comme relais des BRICS. En réponse à ce classement, le gouvernement a dévoilé en 2010 un plan de croissance qui doit propulser le Nigeria parmi les principales puissances mondiales en 2020 à travers un mouvement de libéralisation de l'économie. On voit sur la carte les 15 premières puissances mondiales en 2050, selon certaines projections. Alors en plus de cette émergence économique, le pays se révèle aussi de plus en plus actif sur la scène internationale. Il est très actif en Afrique de l'Ouest et ce au travers de la CEDEAO, la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest. Ainsi, le Nigeria envoie en 1990 avec d'autres nations de la CEDEAO un contingent au Libéria pour empêcher la guerre civile. Et plus largement, la diplomatie nigériane s'est beaucoup impliquée dans les affaires du continent. Opposition à l'apartheid en Afrique du Sud, participation aux missions de l'ONU en République démocratique du Congo, aujourd'hui au Darfour, au Sud-Soudan, et engagement en faveur de l'unité de l'Union africaine. Et puis le Nigeria milite pour obtenir un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations unies, en concurrence avec d'autres puissances africaines, surtout l'Afrique du Sud.
Et puis l'influence régionale du Nigeria est sans égale dans un domaine où on ne l'attend pas, c'est le cinéma. Le soft power nigérian est aujourd'hui illustré par le succès international de l'industrie cinématographique de Lagos. Né il y a une vingtaine d'années, Nollywood est aujourd'hui devenu le deuxième producteur de films au monde, derrière Bollywood en Inde et devant Hollywood aux États-Unis. Les films se diffusent à travers tout le pays et dominent aussi le marché africain, permettant la création d'une identité panafricaine. Donc ce premier panorama du pays nous donne à voir un Nigeria ouvert sur le monde, économiquement dynamique, avec une diplomatie active et influente au niveau régional et une culture qui se diffuse sur tout le continent africain. Sauf que le Nigeria est un pays riche, avec des populations pauvres qui sont exclues de cette croissance. 70% de la population vit avec moins de 1,25 $ par jour, soit plus de 100 millions de personnes. De plus, un tiers de la population est analphabète, le taux de scolarisation dans le secondaire est d'à peine 45%, et moins de 10% des jeunes Nigérians accèdent à l'université. Regardons l'IDH, c'est-à-dire l'indice de développement humain dans les diverses régions du pays. Les disparités régionales sont très fortes, avec un sud relativement prospère, éduqué, bien soigné, et un nord beaucoup plus pauvre où les carences éducatives et sanitaires sont évidentes. À titre d'exemple, l'IDH de l'État de Lagos représente le double de celui de l'État de Bauchi. Ces disparités économiques et l'incapacité du politique à répondre aux attentes des populations ont entraîné de nombreux mouvements de rébellion. Deux d'entre eux se détachent particulièrement. Le premier concerne la situation dans le delta du Niger. La prospérité de l'industrie pétrolière n'a pas amélioré les conditions de vie des populations locales. Au contraire, elle a favorisé la corruption, le clientélisme, la destruction des emplois dans les secteurs de la pêche et de l'agriculture, du fait de la pollution venant des résidus de pétrole, comme on le voit sur cette photo qui a été prise au-dessus du delta du Niger. La région de l'Ogoniland, que l'on voit sur la carte, est particulièrement touchée. En réponse à ces carences politiques et économiques, le MEN, c'est-à-dire le Mouvement pour l'émancipation du delta du Niger, a commencé au milieu des années 2000 une série d'attaques contre les installations pétrolières des compagnies qui opèrent dans le delta. Le MEN veut une meilleure répartition des revenus pétroliers afin que ceux-ci puissent bénéficier aux populations. Et face à cette violence, le gouvernement fédéral a fait appel à une combinaison des forces de police et de l'armée, la Joint Task Force. Des accords d'amnistie ont été signés entre les militants et le gouvernement fédéral, mais les attaques perdurent de manière sporadique. Et de leur côté, les compagnies pétrolières développent leur exploration-exploitation de plus en plus vers l'offshore, qui est moins soumis aux risques terroristes. Deuxième facteur d'instabilité maintenant, le facteur religieux. La fédération nigériane est partagée entre États à majorité musulmane et États à majorité chrétienne. L'islam au nord et le christianisme au sud se retrouvent en contact dans une zone appelée la Middle Belt, située au centre du pays. Cette opposition géographique entre les deux monothéismes est réelle, mais c'est une lecture trop simpliste. On observe une progression de l'islam dans les États Yoruba du sud-ouest, tandis que certains États du nord comptent des minorités chrétiennes. Mais la cohabitation entre les deux religions n'est pas facile. Certains États du Nord appliquent la charia. En 1999, les 12 États que l'on voit sur la carte ont décidé d'étendre le domaine d'application de la loi coranique vers le droit pénal. Néanmoins, elle n'a pas été appliquée dans tous les États avec la même rigueur. En réponse à cela est fondé en 2002 à Maïdougouri le mouvement Boko Haram, une secte militant pour l'application égalitaire et stricte de la charia et pour une moralisation de la vie politique nigériane. Ses membres entrent en conflit armé avec le gouvernement dès 2003. La répression étatique, ainsi que la mort de Mohamed Youssouf, le fondateur de la secte, ont déclenché la radicalisation du mouvement et la multiplication des attentats suicides et des assassinats à l'encontre des symboles étatiques et internationaux. Aujourd'hui, ce mouvement est insaisissable dans le pays, il est fragmenté et en voie de s'intégrer à la mouvance terroriste internationale. Enfin, autre grand défi national, la démographie et l'emploi. Aujourd'hui, 43% de la population a moins de 15 ans.
La question de l'emploi est donc primordiale. 42% de taux de chômage chez les 15-25 ans. Cette population vit pour moitié dans les villes et les métropoles nigérianes, ce qui pose de graves problèmes d'infrastructure, en particulier à Lagos, où il y avait 300 000 habitants en 1950, 11 millions aujourd'hui et 19 millions d'habitants dans 15 ans. Le pays aujourd'hui a 167 millions d'habitants. Dans 40 ans, la population est estimée à 400 millions d'habitants. Ce sera alors le 4e pays le plus peuplé au monde, après l'Inde, la Chine et les États-Unis. Alors que peut-on retenir de cette description? Au moins 3 grands défis pour les décennies qui viennent. D'abord, tenter de maîtriser la démographie du pays. Deuxièmement, former et employer la jeunesse nigériane. Et puis contenir les risques de partition entre le nord et le sud du Nigeria. Sachant que ces mouvements de rébellion que j'ai évoqués, le Boko Haram, le MEND, n'ont pas de base sociale très large, ni de capacité militaire pour faire un coup d'État. Et puis de toute façon, ce n'est pas l'indépendance qu'ils revendiquent. Cela dit, écraser l'insurrection uniquement avec des moyens militaires ne peut suffire à maintenir l'unité de ce grand pays. Alors, si vous souhaitez connaître les livres que nous utilisons pour préparer le dessous des cartes, je vous invite à aller sur le site à arte.tv.